Alors ce dernier débrief hebdo de l'ActuTech de l'année 2021 dans Smart Tech, c'est avec Christophe Holnet qui est conseil chez Apax Partners et président de la société d'Athéna, et également Thomas Lanaute, directeur commercial Europe de BSO. Nous avons aussi avec nous en visio Justine Lamberger qui est responsable des affaires réglementaires chez Swissborg et qui pourra nous aider à décrypter l'actualité, notamment autour des bitcoins. Mais d'abord, je voudrais qu'on commence par cette information qui nous vient des États-Unis. C'est le secteur aérien qui s'inquiète en fait de nouveaux déploiements 5G qui pourraient avoir un impact sur la sécurité, mais également sur leur business. Qui veut commencer à commenter cette actualité avant que j'aille plus loin? Vas-y Christophe. Eh bien, merci Thomas. Oui, et je crois que d'abord c'est un peu une surprise de voir, on se dit finalement la 5G se déploie et pourquoi est-ce qu'on soulève ce problème maintenant finalement. C'est ce que j'allais dire, c'est quand même ça qui est assez surprenant. Voilà, et la 5G je dirais n'a pas besoin de ça aujourd'hui parce qu'on ne peut pas dire que ça a été l'année de la 5G avec des polémiques et puis aussi une utilisation quotidienne qui n'est pas forcément encore rentrée, en tout cas dans le quotidien des Français. Donc moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il s'agit d'une guerre de business, finalement, où les compagnies aériennes, on va leur demander d'adapter un certain nombre de procédures et elles vont demander des compensations en échange. Et les acteurs télécoms, on va probablement leur demander de réduire la puissance des antennes 5G près des aéroports. Ça va probablement se terminer comme cela. Et ils vont dire, on a quand même payé très cher ces licences. Et donc, j'aimerais bien avoir un rabais. Donc, je crois que c'est plutôt ça qui va se... C'est la façon dont ça va se dénouer. Ce que j'ai découvert, en fait, c'est que ce sont donc les deux gros opérateurs américains, AT&T et Verizon, qui sont concernés dans cette affaire, à qui on a déjà demandé de reporter leur lancement au mois de janvier 2022 pour justement laisser aux compagnies aériennes et à tout le secteur aérien de s'organiser, parce qu'en fait, il y a un problème d'interférence avec des dispositifs dans les avions, notamment un dispositif d'altimètre au moment de l'atterrissage, qui peuvent être utiles en cas d'intempéries. Donc ils ont déjà patienté. Là, on leur dit d'un seul coup, ah bah oui, mais non, en janvier 2022, ça va pas non plus en fait, parce que nous, compagnies aériennes, ça nous coûte de l'argent. Pourquoi ? Parce que s'ils ne peuvent pas utiliser ce dispositif à cause des interférences, on va leur demander d'aller atterrir ailleurs, plus loin, et donc ils vont perdre du temps et de l'argent. Thomas Lanaute. Écoutez, après, on peut se demander si c'est pas un peu une guerre économique et une guerre technologique, parce qu'il y a des différentes fréquences qui sont données aux États-Unis, différentes fréquences qui sont accordées en Europe. Je ne sais pas tout à fait ce qui se passe en Chine là-dessus. Donc c'est un petit peu comme toutes ces guerres de normes technologiques qui, à un moment donné, vont se régler entre gros industriels et entre les États. Oui, et c'est vrai qu'on peut s'étonner que ça se passe comme ça aux États-Unis, alors qu'en France, visiblement, on a trouvé une solution. Visiblement, on demande aux opérateurs de réduire les fréquences autour des 17 principaux aéroports français. Et puis aussi, dans l'avion, on nous interpelle à ce sujet. On nous dit de ne pas utiliser notre smartphone pendant les périodes d'atterrissage et de décollage. Ce serait tout simple comme solution à trouver. Est-ce que ce serait vraiment une perte importante pour les opérateurs que de procéder à une diminution des fréquences autour des aéroports? Je ne sais pas, mais ils pourraient l'utiliser comme un argument économique par rapport à des licences qu'ils considèrent déjà avoir payé très cher. Donc, c'est ça, c'est le prix des licences en fait. Le prix des licences, pour moi, qui est derrière. Et puis pour les compagnies aériennes, utiliser le fait qu'elles aient des procédures spéciales. Sur les téléphones, dans les avions, c'est déjà le cas. On est censé éteindre son téléphone décollage et atterrissage. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, il faudrait vraiment, s'il y avait un risque, il faudrait interdire les téléphones dans l'avion. Donc ça, ce serait évidemment un gros problème. Sans parler, pour faire un petit trait d'humour, des personnes qui ont eu le vaccin ARN 5G, ils ne pourraient pas monter dans l'avion. C'est vrai qu'après, on peut se demander si vraiment l'utilisation de la 5G, qui est quand même à destination de l'IoT et de l'augmentation des bandes passantes, est-ce qu'on a vraiment une utilité des fonctionnalités inhérentes à la 5G lorsqu'on prend l'avion ou lorsqu'on en descend, sachant qu'il y a quand même des infrastructures en place. Aux États-Unis, on prend souvent l'avion pour le business, parce qu'aller d'un bureau à un autre, ça prend du temps. Donc je pense qu'il y a des usages quand même professionnels qui sont importants. Et peut-être qu'aussi du côté des passagers, on ne sera pas d'accord de ne pas pouvoir utiliser son smartphone 5G dans l'avion. Bien sûr. Mais bon, aujourd'hui, ces usages restent encore à se déployer massivement. Enfin là, nous on parle de 17 aéroports, où il y a des mesures spécifiques. Aux États-Unis, ils sont plutôt sur une cinquantaine. Donc c'est vrai que l'enjeu peut être beaucoup plus important.
Alors, on retourne en France avec donc un rapport du Sénat qui alerte sur l'état des réseaux pour l'acheminement des communications d'urgence. Quand on utilise ces numéros courts, 17, 15, 18, eh bien, ils sont transformés en numéros classiques, à 10 chiffres. Et en fait, ces réseaux de communication reposent, on l'a découvert, en grande partie encore sur le réseau cuivre, à 80%. Oui, tout à fait, sur la prise en T, le réseau RTC. Alors, c'est vrai que depuis maintenant la dérégulation des télécoms depuis une vingtaine d'années, il y a eu beaucoup d'actions collectives de la part des entreprises, de la part des États, pour désenclaver au maximum à la fois les régions, les zones industrielles, également les particuliers, pour faire arriver la fibre au plus grand nombre. C'est-à-dire multiplier les prises fibres, comme à l'époque on parlait des prises RTC, des prises coaxiales, et aujourd'hui maintenant des prises fibres. Donc il y a un énorme travail qui a été fait. Alors aujourd'hui on n'a pas le même niveau de déploiement partout en France sur la fibre optique. Pourtant, on va devoir se désengager du cuivre d'ici 2030. 2030, oui. Oui, 2030, c'est demain. Donc, je pense que le message qui est passé par le rapport du Sénat sur le sujet, c'est 2030, on passera à l'IP. Et en attendant, il faut ne pas laisser en déshérence les réseaux RTC. Je crois que l'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, a identifié 780 numéros d'urgence qui sont reliés à des serveurs RTC. Donc c'est à la fois beaucoup, mais d'un autre côté, 780, ça se gère. Donc je pense qu'il y a une priorité pour faire une transition de ces numéros-là vers les nouvelles infrastructures, notamment de fibre optique, qui sont tout à fait à même de garantir la disponibilité et la réactivité. Alors ça, c'est la question qu'on a envie de vous poser, Thomas Lanotte. Est-ce qu'on est sûr qu'avec cette bascule, alors ok, le réseau cuivre, on le dit vétuste, c'est vrai qu'il a vécu des dizaines d'années, mais est-ce que le réseau fibre optique est capable d'assurer la même continuité de service pour un sujet aussi important que les numéros d'urgence? Oui, parce qu'in fine, que ce soit un fil de cuivre ou une fibre optique, ils ont le même niveau de fragilité. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, les technologies permettent, avec la voie sur IP, d'avoir toutes les fonctionnalités et même bien plus de fonctionnalités qu'un réseau RTC. Maintenant, le risque de panne reste le même dès lors que nous avons un seul fil qui rentre dans une maison, dans un foyer ou dans une entreprise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les entreprises ont toujours des solutions de backup pour éviter justement de ne plus avoir de connexion sortante ou entrante. Et là, justement, le Sénat propose de développer de nouvelles possibilités d'informer les personnes en cas de panne de numéro d'urgence. Ça me semble quand même assez évident, effectivement, qu'on doive penser à des alternatives. Alors, il y a notamment un système d'alerte à la population, SAIP, mais on peut aussi imaginer qu'on utilise le SMS, enfin des voies de communication assez courantes. Et pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Ce rapport, il signale aussi que Orange aurait mis quand même un peu trop de temps pour réagir au moment de cette panne donc dramatique du 2 juin dernier, une panne massive sur le réseau justement de communication des appels d'urgence. Il y a 10 000 communications qui n'ont pas pu aboutir, avec vraisemblablement un mort au final. Oui. Il y a 5 morts suspectes, dont visiblement un dont on a pu qualifier qu'il aurait pu être sauvé probablement. Oui. Ça fait un départ un peu compliqué pour Stéphane Richard, ça. Oui, c'est un incident qui est effectivement malheureux dans un bilan que chacun pourra juger. Donc c'est effectivement, mais je crois que ça pose aussi. Il y a aussi une autre question qui est posée par le rapport du Sénat, c'est la question du service universel des télécommunications. Au-delà de la disponibilité des numéros d'urgence, c'est de s'assurer qu'on donne bien accès à tous les foyers, à un numéro de téléphone, à une liaison Internet. Et donc, c'était un rôle qui était dévolu à Orange dans la lignée de son positionnement d'opérateur historique. Et depuis décembre 2020, l'appel d'offres n'a pas été renouvelé. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet pour garantir à la fois la disponibilité et la réactivité des numéros d'urgence, mais aussi la capacité des individus à pouvoir les appeler. Oui, c'est ça. Ça va se poser la question de qui va être responsable demain de ce réseau ou de ces réseaux. Est-ce qu'il y aura plusieurs opérateurs? Comment on va définir les responsabilités? Parce qu'en fait, sur le cuivre, on n'a pas cet opérateur historique, France Télécom à l'époque, qui portait tout le réseau. Ça va être plus compliqué à gérer.
Tout à fait. Alors c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu le dégroupage. C'était le fait que Orange laisse d'autres opérateurs alternatifs utiliser le dernier kilomètre, justement pour opérer des services. Effectivement, il incombe encore à Orange, visiblement, d'avoir cette responsabilité. En fait, on est très content quand même que le Sénat ait réalisé cette mission de contrôle, parce que ça soulève des questions très, très importantes. On enchaîne rapidement avec l'introduction en bourse de Reddit. Alors tout le monde ne connaît pas Reddit, mais c'est un site américain de communauté de passionnés, qui est parmi les plus visités au monde. Il a été fondé en 2005, il y a plus de 100 000 communautés actives, 50 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Bref, c'est un géant, en fait, très peu connu en France, mais c'est un géant des forums sur Internet qui se lance dans une introduction en bourse. C'est une grande première, c'est très attendu. Alors, effectivement, l'ADN de Reddit, c'est la libre circulation des informations, des savoirs et de la connaissance scientifique à la portée de tous. Effectivement, il y a un fait d'armes autour de la communauté Reddit. C'est vraiment une communauté de geeks qui rassemble 430 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Et il y a 2 ans, cette force de la communauté a permis de stopper une attaque, l'attaque de fonds de fonds spéculatifs sur une action qui s'appelait GameStop aux États-Unis. Et cette communauté a fait grimper le cours de bourse de 16 fois sa valeur, justement pour contrer ces attaques un peu malicieuses de ce qui peut se passer dans la finance de marché. Et donc on a vraiment vu la force de la communauté. Mais c'est aussi, comme ce sont des communautés, des forums, c'est aussi un site qui a parfois mauvaise image. Oui, c'est pas simple pour une introduction en bourse, quand même. On ne peut pas garantir que tout soit propre sur un forum. C'est un site qui, quand vous le consultez, qui est très anglo-saxon. 70% des utilisateurs, c'est US, Angleterre, Australie, Canada. Donc c'est très anglo-saxon. C'est intermédiaire entre un réseau social et un forum, beaucoup de textes, avec un mode où finalement vous votez sur les publications pour les faire remonter en haut de la liste ou en bas. Et donc effectivement, il y a une modération qui est assurée par la communauté, mais on voit très bien ce que ça peut donner et générer. Essentiellement, voilà, ils ont été très connus effectivement par les petits porteurs, notamment des actions GameStop, les boursicoteurs aussi. Donc, est-ce que ça peut inquiéter les marchés, cette puissance communautaire ? Non, je ne pense pas plus. Ça les inquiète aujourd'hui, ça ne les inquiétera pas plus quand ils seront introduits en bourse, et peut-être un peu moins. Pourquoi ? Parce que, effectivement, l'introduction en bourse, elle est risquée quelque part. Aujourd'hui, ils ont une valorisation. Moi, si je regarde avec un regard d'investisseur, ils ont une valorisation de 10 milliards sur la dernière levée de fonds. Ils veulent s'introduire sur une valorisation de 15 milliards en bourse. 15 milliards en bourse, leur revenu, on a un peu de mal à le savoir, mais il est probablement de l'ordre de, au mieux, de 600 millions de dollars prévus sur 600-700 millions sur 2022. C'est 20 fois le revenu comme valorisation. On compare à Facebook. Facebook est valorisé à peu près un peu moins de 10 fois le revenu. Donc il va falloir justifier. Quand on s'introduit en bourse, on s'expose. On n'est plus transparent. On montre ses chiffres, les modérations, choses comme ça. Et puis, ils s'attendent à ce que la plupart des utilisateurs deviennent eux-mêmes actionnaires. Donc ils vont devenir aussi des investisseurs actifs et vigilants, à la fois en tant qu'utilisateurs, mais aussi en tant qu'actionnaires. Donc je pense que la relation à leur communauté va probablement évoluer. C'est un risque. Et ça va être intéressant à suivre parce que effectivement, ça va être un modèle très communautaire d'introduction en bourse. Et surtout, on peut se demander si la pression de l'actionnariat ne va pas créer une certaine forme de censure, ce qui pourrait nuire à l'ADN initial de Reddit. À moins que cette autorégulation fonctionne. On a vu sur Wikipédia une autorégulation saine qui fonctionne. Absolument. On va donner la parole à Justine Lamberger de Swissborg. Bonjour Justine. Bonjour. Alors, merci d'avoir patienté. Déjà, pourquoi on adresse ce sujet autour des bitcoins ? On a découvert qu'un quart de tous ces bitcoins étaient contrôlés par seulement 0,01% des propriétaires. Oui, exactement. C'est un rapport récent rédigé par 2 chercheurs du MIT et de la London School of Economics qui montrent qu'effectivement, aujourd'hui, les 10 000 premiers investisseurs dans le Bitcoin détiennent 5 millions de Bitcoins, sachant qu'aujourd'hui, il existe environ 19 millions de Bitcoins en circulation. Donc on en déduit par rapport à la masse qu'on connaît à peu près de détenteurs de Bitcoin qu'un peu plus d'un quart est détenu par 0,01% d'investisseurs. Et ça vous a surpris, Justine, simplement pour savoir si vous connaissez bien ce monde des cryptos, est-ce que vous avez été surprise de cette hyper concentration autour du Bitcoin ? Alors un peu pour être honnête, parce que
quand même l'idée derrière le Bitcoin, c'est la décentralisation. Donc, c'est de ne pas avoir des acteurs qui dominent le marché. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est un marché qui est assez dominé par ce qu'on appelle des baleines ou des whales dans le jargon, donc des institutionnels, des early adopters qui avaient acheté le Bitcoin quelques centimes, donc ont des grosses quantités aujourd'hui. Et aussi des plateformes d'échange comme Binance et des mineurs, donc les créateurs de Bitcoin. En fait, il y a, à tous les niveaux de la blockchain Bitcoin, du protocole, il y a en fait des acteurs prépondérants. Donc on est en train de glisser d'une décentralisation qui était l'objectif initial vers une centralisation un peu sur le même fondement que la finance traditionnelle. Un commentaire, Christophe Holnet? Oui, j'ai regardé le World Inequality Report pour voir quelle était la part du patrimoine des 0,01%. Et en fait, dans le monde, elle est de 11%. Donc ça veut dire qu'elle est de 25% dans le monde crypto. Donc ça veut effectivement dire que cet idéal donc la concentration des richesses d'organisation autonome décentralisée crée 2 fois plus de concentration des richesses. Donc je pense que si on veut chercher un système un peu plus redistributif, c'est certainement pas de ce côté-là qu'il faut aller, et peut-être faire un peu confiance à une régulation de notre bon vieux capitalisme. Peut-être. Thomas Lanotte, un commentaire? Oui, alors après, on peut aussi voir que le Bitcoin, de plus en plus, est en train de devenir un vrai sujet pour les États. Certains États ont adopté le Bitcoin comme monnaie ayant cours légal. On s'aperçoit aussi que de nombreux investisseurs institutionnels sont prêts, ont les outils, ont certains accords aux États-Unis pour investir dans le sous-jacent. Donc, il y a une grosse pression d'entreprises qui investissent une part de la trésorerie dans le Bitcoin et d'investisseurs qui sont prêts aujourd'hui parce qu'ils veulent diversifier leurs actifs et également parce qu'ils imaginent que ça peut être un rempart à l'inflation dont on parle aujourd'hui. Donc je pense que le marché va permettre une meilleure répartition des grandes masses de Bitcoin. Donc je suis plutôt positif. Donc ça pourrait bouger, d'autant plus à la lecture de ce rapport, encore une fois, ce qui est très éclairant. Justine, un autre commentaire m'intéresse de votre côté au sujet de ce premier SMS de l'histoire qui donc a été vendu sous forme de NFT aux enchères à Neuilly-sur-Seine, d'ailleurs en France. Oui, tout à fait, pour un montant assez impressionnant de 107 000 €. C'est amusant parce que c'est un SMS qui a été envoyé en décembre 1992 et qui souhaitait Joyeux Noël, donc c'est plutôt d'actualité, et qui a été envoyé par un employé de Vodafone à l'époque, à son manager. Et donc cette vente aux enchères, ce prix relativement élevé, nous montre à quel point les NFT sont encore en plein essor. On a beaucoup d'actualités aussi du côté de grandes marques comme Adidas qui a vendu pour 23 millions de NFT cette semaine, ou encore Melania Trump qui lance sa plateforme de NFT. Donc de manière générale, encore un phénomène qui est en plein essor. Malgré certains échecs, on peut penser à Ubisoft cette semaine qui a voulu lancer aussi ses NFT et pour le coup le marché a répondu avec peu d'appétit. Donc un marché qui se structure globalement. Mais c'est une manière de mettre des événements, des moments de vie, des moments d'histoire sous forme de titres de propriété, donc c'est assez novateur. C'était vraiment l'année des NFT 2021, mais on continuera à en parler évidemment en 2022 et avec vous, Justine Lamberger. Je voulais terminer avec vous, juste, vous avez une idée de cadeau de Noël de dernière minute, là, très rapidement? Oui, alors moi j'aime beaucoup Morphée, c'est une fintech française, French Tech, qui a lancé ce petit dispositif. C'est un galet, c'est tout petit, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il n'y a pas d'onde, il n'y a pas d'écran. C'est pour faire de la méditation, de la sophrologie, et je trouve que ça marche très bien. On m'a offert leur autre modèle l'année dernière et j'aime beaucoup. Bon, super. Et vous aussi, une idée de cadeau ? Oui, écoutez, je vais rester dans le domaine des cryptos. Je vais offrir 1 ou 2 portefeuilles MetaMask, c'est-à-dire un software wallet qui est une extension sur un navigateur et qui permet en fait de détenir des tokens, donc de plusieurs blockchains. On va parler de la blockchain Ethereum qui est la plus commune et qui permet à la fois de stocker un peu d'Ethereum, mais surtout c'est une porte d'entrée pour investir sur des projets, donc des dApps, des applications décentralisées et notamment des projets de type finance décentralisée ou blockchain gaming qui ont vraiment le vent en poupe aujourd'hui. Super, un cadeau pour se lancer. Eh bien, moi, je suis resté probablement influencé par le thème de l'émission, en proposant des chaussures de sport artefacts dont vous pourrez vêtir votre avatar quand vous vous promènerez dans le métaverse, mais qui est le métaverse qui, je pense, sera
j'hasarde à faire des prédictions, qui sera un gros sujet de l'année prochaine, puisque ça va bien au-delà de cette capacité à évoluer dans un monde virtuel. C'est aussi de donner à l'utilisateur beaucoup plus de moyens de monétiser sa présence. Oui, très, très grand et très beau sujet, ça, effectivement. Alors moi, je voulais terminer, je ne sais pas si c'est vraiment un cadeau de Noël, mais enfin, c'est un truc qui m'a fait craquer, et c'est quand même pas tous les jours que je recommande quelque chose qui vient de Facebook, enfin, de la maison Meta, mais là, j'ai adoré. En fait, c'est le laboratoire de recherche en IA de Meta qui a créé un outil qui peut animer les dessins. Donc, vous prenez les dessins de vos enfants, alors si possible sur une feuille blanche. Là, vous voyez une démonstration à partir d'un dessin réalisé par une petite fille, la fille de Mark Zuckerberg elle-même. Et ce dessin, grâce à l'intelligence artificielle, va pouvoir être animé. C'est assez magique. En fait, vous pouvez aller sur la plateforme et le tester par vous-même, où il y a des dessins de démo si vous n'avez pas envie de créer un dessin, ou si vous n'avez pas d'enfant à portée de main. Où vous pouvez importer votre dessin. C'est super simple à tester. Alors, ça entraîne les intelligences artificielles de manière un peu plus ludique que de choisir les photos où il y a des panneaux de signalisation aussi. Merci beaucoup à tous pour vos commentaires. Merci, Justine Lamberger de Swissborg, Christophe Holnet de Apax Partners et d'Athéna, et Thomas Lanotte de BSO. Merci beaucoup. On enchaîne. On va continuer avec les IA. On va parler des IA face à nos différences culturelles.